Le 24 février 2026 à 10h23 heure locale, en mer d'Arabie, à 140 milles nautiques au sud des côtes iraniennes, le destroyer américain USS Higgins, de classe Harley Burke configuration Flight 2A, est frappé par 2 missiles de croisière SUMAR. L'attaque survient dans ce que l'équipage considère comme une zone sûre. Les impacts proviennent du sud-ouest, un secteur considéré comme non menaçant, alors que la vigilance principale du navire est orientée vers le nord-est en direction de l'Iran. Au moment des faits, l'USS Higgins assure une mission de défense aérienne au profit du porte-avions USS Theodore Roosevelt, qui opère à environ 200 milles nautiques plus au sud, dans le nord de la mer d'Arabie. Le groupe aéronaval protège un bâtiment de 100 000 tonnes, embarquant 75 aéronefs et près de 5 000 personnels. La position du Higgins sur le flanc nord du dispositif constitue la première ligne de défense face à toute menace en provenance du golfe d'Oman et des côtes iraniennes du Makran. Son radar AN/SPY-1D est prioritairement orienté vers ses approches. Les 2 missiles SUMAR sont lancés à 10h19 depuis un sous-marin iranien de classe Fate, positionné à environ 340 km au sud-ouest du destroyer. Les engins volent à basse altitude, en suivi de terrain maritime, selon une trajectoire préprogrammée destinée à éviter la détection radar le plus longtemps possible. À 10h22, le système Aegis du Higgins détecte 2 contacts à 23 milles nautiques, vitesse Mach 0,77. Le temps estimé avant impact est de 96 secondes. Le SUMAR est le missile de croisière à plus longue portée de l'Iran, dérivé du modèle soviétique KH-55, acquis via des circuits parallèles ukrainiens plusieurs décennies auparavant. Sa portée dépasse 2500 km. Il est généralement considéré comme une arme stratégique destinée à frapper des cibles terrestres à longue distance au Moyen-Orient. Son emploi contre une unité navale constitue une évolution opérationnelle majeure. Selon les éléments disponibles, 2 sous-marins de classe Fate ont été modifiés pour emporter ces missiles. Ils auraient franchi le détroit d'Ormuz 3 semaines auparavant, longé les côtes omanaises, puis pris position en mer d'Arabie centrale, en attente d'une opportunité. À bord du Higgins, l'officier de permanence tactique ordonne l'ouverture du feu. 4 missiles intercepteurs SM-2 Block 3A sont lancés entre 10h22 et 10h22 et 46 secondes. L'engagement se déroule en quelques dizaines de secondes. Le premier intercepteur est perturbé par un déploiement de leurre métallique du SUMAR et explose à distance insuffisante. Le second détruit le premier missile attaquant, qui s'abîme en mer à 6000 nautiques du bâtiment. Le troisième intercepteur manque sa cible, celle-ci exécutant une manœuvre terminale programmée. Le quatrième approche, mais à 10h23 et 58 secondes, le second SUMAR déclenche prématurément sa charge de 450 kg, à environ 800 mètres du destroyer. L'explosion ne provoque pas de coup direct, mais la fragmentation touche le flanc tribord du navire. Des éclats brisent les vitres blindées de la passerelle et blessent 2 marins, temporairement aveuglés par des débris de verre. L'antenne de communication par satellite est détruite, interrompant les liaisons longue distance. 4 cellules du système de lancement vertical avant sont rendues inopérantes après un impact sur le mécanisme. Un éclat de grande taille détruit le radome du système Phalanx CIWS tribord, neutralisant cette capacité de défense rapprochée. Le navire reste à flot, sans incendie majeur ni avarie de propulsion. Le radar demeure opérationnel. Les capacités de combat sont cependant dégradées. L'attaque marque un tournant. Elle démontre la capacité iranienne à engager des navires de guerre en haute mer au moyen de missiles de croisière lancés depuis un sous-marin, depuis un axe inattendu et à longue distance. L'événement remet en question les hypothèses opérationnelles américaines concernant la portée et l'emploi des moyens navals iraniens dans la région. À 10h25, soit moins de 2 minutes après la dispersion des fragments sur la coque, le capitaine David Morrison rejoint la passerelle. Il se trouvait au centre d'information de combat au moment de l'engagement initial. La situation à bord est maîtrisée mais tendue. Personnel médical auprès des blessés, équipe technique mobilisée pour sécuriser les systèmes endommagés, activation des circuits de secours. Le bilan immédiat fait état de 2 blessés non critiques sur la passerelle, d'une rupture des communications satellitaires, de 4 cellules du système de lancement vertical avant hors service et de la neutralisation du système Phalanx tribord. La propulsion est intacte, le radar reste opérationnel. La capacité de combat est réduite mais maintenue.
La question centrale porte sur l'origine des missiles. Les données de trajectoire, l'angle d'approche, la vitesse et le profil de vol sont analysés en temps réel. Les estimations convergent vers un point de lancement situé à environ 340 km au sud-ouest, en pleine mer. Aucun bâtiment de surface n'est détecté dans ce secteur. L'hypothèse d'un lancement depuis un sous-marin s'impose. À cette distance, le destroyer ne dispose d'aucune arme adaptée pour neutraliser un sous-marin en plongée. Les missiles Tomahawk embarqués ne peuvent être employés contre une cible submergée et mobile. L'analyse opérationnelle conduit à un second constat. Un sous-marin à immersion périscopique ne peut détecter et suivre de manière autonome un groupe aéronaval à plusieurs centaines de kilomètres. Le ciblage suppose une source externe de renseignement et de coordination, qu'il s'agisse de moyens satellitaires, aériens ou d'un centre de commandement à terre. Selon les évaluations américaines, le centre de commandement naval iranien de Bandar Abbas assure la coordination des opérations sous-marines dans la région du Golfe depuis le début de la confrontation en cours. Malgré la perte des communications satellitaires, le Higgins conserve des liaisons radio-tactiques de courte portée avec le porte-avions USS Theodore Roosevelt. À 10h27, le capitaine Morrison transmet un message au commandant du groupe aéronaval. Il signale l'attaque par missile de croisière SUMAR, précise l'estimation du point de lancement et demande une frappe immédiate contre les infrastructures de commandement naval à Bandar Abbas, ainsi que l'engagement de moyens aériens pour tenter de localiser et poursuivre le sous-marin impliqué. Il indique que le Higgins demeure apte au combat et prêt à coordonner les actions nécessaires. À 10h28, le contre-amiral James Thompson, commandant du groupe aéronaval du Roosevelt, reçoit la demande. L'autorisation d'engager une frappe offensive sur le territoire iranien est accordée à 10h30. Les appareils du groupe aérien embarqué sont maintenus en alerte permanente. Les procédures de décollage sont immédiatement déclenchées. À 10h35, 4 FA-18E Super Hornet décollent du pont du Roosevelt. Désignés Talon 1 à Talon 4, ils emportent 8 missiles antinavires AGM-84 Harpoon et 8 missiles anti-radar AGM-88 HARM. Leur mission consiste à neutraliser d'éventuelles unités de surface iraniennes et à supprimer les défenses aériennes susceptibles d'interférer avec la frappe principale. À 10h37, 6 FA-18F supplémentaires, indicatifs Hammer 1 à Hammer 6, sont catapultés avec 24 bombes guidées GBU-31 JDAM de 2000 livres. Leur objectif est le centre de commandement naval de Bandar Abbas. À 10h39, 2 EA-18G Growler décollent pour assurer l'appui en guerre électronique et brouiller les systèmes radars iraniens pendant la fenêtre d'attaque. Au total, 12 aéronefs et plus de 40 munitions sont engagés. L'ensemble du dispositif est mis en œuvre dans un délai de 22 minutes après l'impact des fragments sur le Higgins. La planification détaillée est réduite au minimum, les équipages s'appuyant sur des scénarios préétablis et des objectifs déjà identifiés dans les plans opérationnels. À 10h45, le dispositif aérien franchit l'espace aérien iranien. Les EA-18G en tête de formation activent leur système de brouillage ALQ-99, saturant les écrans radars adverses. Les missiles HARM sont prêts à engager toute émission radar hostile. Dans les premières secondes de l'incursion, 3 sites iraniens de missiles sol-air SA-2 cessent d'émettre, soit à la suite d'impact, soit après extinction volontaire des radars pour éviter le ciblage. À 10h47, la formation Talon engage des vedettes rapides iraniennes quittant le port de Bandar Abbas. 8 missiles Harpoon sont tirés vers la zone portuaire, 4 atteignent des embarcations en mouvement tentant de s'éloigner, 2 frappent des unités encore hackées. 2 missiles dysfonctionnent et tombent en mer. 6 vedettes rapides sont détruites en moins de 30 secondes. Les pertes humaines sont estimées à plusieurs dizaines de marins iraniens. À 10h48, la formation Hammer atteint son point de largage. Le centre de commandement naval de Bandar Abbas est une installation durcie, composée de structures en béton armé et de sections enterrées conçues pour résister aux frappes. 12 premières bombes JDAM frappent les infrastructures de surface, bâtiments de communication, bureaux administratifs, zones de stationnement et installations annexes. Les structures émergentes sont sévèrement endommagées ou détruites. 12 autres munitions visent les parties souterraines, pénétrant les décombres et le sol avant détonation dans les espaces abritant les centres de commandement et les bunkers.
Des explosions secondaires indiquent la présence de stocks de carburant et de munitions. À 10h53, la formation se retire. La frappe est considérée comme achevée. Le centre de commandement naval de Bandar Abbas, identifié comme organe de coordination des opérations sous-marines et navales iraniennes dans la région, est détruit. Les estimations font état de 60 à 80 morts, dont plusieurs officiers supérieurs. L'opération, décidée et exécutée en moins d'une demi-heure après l'attaque contre le Higgins, constitue la réponse militaire immédiate des États-Unis à l'emploi de missiles de croisière SUMAR contre un bâtiment de guerre en haute mer. À l'issue de la frappe aérienne, le dispositif américain se réorganise immédiatement. Les aéronefs regagnent le porte-avions USS Theodore Roosevelt sans perte signalée. L'évaluation initiale des dommages infligés au centre de commandement naval de Bandar Abbas confirme la destruction des infrastructures de surface et l'effondrement d'une partie des installations souterraines. Les incendies déclenchés par les explosions secondaires rendent toute intervention de secours difficile pendant plusieurs heures. Selon les estimations communiquées, entre 60 et 80 membres du personnel iranien auraient été tués, parmi lesquels plusieurs officiers supérieurs impliqués dans la planification et la coordination des opérations navales dans la région. Le sous-marin iranien de classe Fight à l'origine du lancement des missiles SUMAR n'est pas localisé dans l'immédiat. Les moyens aériens américains déployés pour tenter d'identifier sa position ne parviennent pas à établir un contact confirmé. Le bâtiment submersible se replie vers les eaux profondes de la mer d'Arabie et échappe à toute poursuite directe. Selon les informations ultérieures, il regagne son port d'attache plusieurs semaines plus tard. Toutefois, l'infrastructure de commandement et de coordination dont il dépendait a été neutralisée, limitant sa capacité à conduire de nouvelles opérations coordonnées à court terme. L'USS Higgins, quant à lui, demeure opérationnel mais affaibli. Escorté par 2 autres destroyers du groupe aéronaval, il met cap vers Bahreïn pour des réparations. Les dommages subis nécessitent le remplacement complet de l'antenne de communication par satellite, la remise en état des cellules de lancement verticales endommagées et l'installation d'un nouveau système Phalanx sur le flanc tribord. Les travaux s'étendent sur une période estimée à 4 mois. Les 2 marins blessés sur la passerelle se rétablissent complètement après prise en charge médicale. L'équipage du Higgins reçoit des distinctions pour actions de combat. Le capitaine David Morrison se voit attribuer la Legion of Merit en reconnaissance de la gestion de la crise et de la coordination rapide de la riposte. Du côté américain, l'engagement du 24 février est présenté comme la démonstration de la capacité du groupe aéronaval à réagir dans un délai très court à une attaque en haute mer, y compris lorsque celle-ci provient d'un vecteur inattendu et d'un axe considéré comme non menaçant. Sur le plan diplomatique, la séquence donne lieu à des condamnations réciproques et à des échanges d'accusations. Des débats sont engagés aux Nations Unies. Chaque partie défend la légitimité de ses actions au regard du droit international et du contexte de confrontation en cours dans la région du Golfe. Aucun accord immédiat n'émerge pour réduire les tensions. Au niveau militaire, les enseignements sont clairs. L'Iran a démontré la capacité de lancer des missiles de croisière à longue portée depuis des sous-marins contre des cibles navales en haute mer, en utilisant des trajectoires inattendues et des profils de vol à basse altitude destinés à retarder la détection. L'emploi du missile SUMAR, initialement considéré comme un vecteur stratégique à vocation terrestre contre un destroyer en mer d'Arabie, constitue une évolution notable des modes d'action iraniens. Les États-Unis, de leur côté, ont mis en évidence la rapidité d'exécution de leur chaîne de commandement et la capacité du groupe aéronaval à engager des frappes offensives en quelques minutes. 22 minutes se sont écoulées entre l'impact des fragments sur l'USS Higgins et l'entrée des appareils américains dans l'espace aérien iranien. Cette réactivité repose sur le prépositionnement des moyens, l'alerte permanente des aéronefs embarqués et l'existence de plans d'opération préparés à l'avance. L'engagement du 24 février 2026 illustre ainsi l'évolution des équilibres tactiques en mer d'Arabie. Une introduction de nouvelles capacités, comme les missiles de croisière lancés depuis des sous-marins, modifie l'évaluation des menaces pour les forces navales déployées. En réponse, la capacité à neutraliser rapidement les centres de commandement et les infrastructures de coordination devient un élément central de la stratégie. Pour suivre l'évolution de la situation en mer d'Arabie et les développements liés aux capacités navales dans la région, abonnez-vous à notre journal et activez les notifications pour recevoir nos prochaines analyses.